le roi Philippe II enfonça lui-même les portes de la chambre de son fils. Il se présenta non pas en père, mais en général menant une invasion, vêtu de la tête aux pieds d'une armure de combat. Le prince Don Carlos, héritier de l'empire le plus puissant de la terre, fut tiré de son sommeil pour voir sa chambre remplie de gardes armés et son propre père debout à leur tête. Le visage du roi était un masque de devoir froid, ses yeux illisibles derrière sa visière d'acier. Dans ce moment glacial, à vous couper le souffle, le prince comprit que ce n'était pas une réprimande. Ce n'était pas une punition. C'était une arrestation. L'homme qui lui avait donné la vie était venu lui ôter sa liberté, et le devoir d'un roi était sur le point d'anéantir l'amour d'un père. Ce moment de trahison familiale allait résonner à travers les cours d'Europe. Mais comment en était-on arrivé là? Pour comprendre comment un roi pouvait devenir le geôlier de son unique fils et héritier, nous devons revenir au tout début, à une naissance royale perçue à la fois comme un miracle divin et une terrible malédiction cachée. Avant de plonger dans notre histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le moyen le plus sûr de nous rejoindre pour chaque future exploration des recoins oubliés du passé. Avant même que Don Carlos ne pousse son premier souffle, il était déjà prisonnier. Prisonnier de son propre sang. L'année était 1545, et dans le palais royal espagnol, les courtisans chuchotaient avec enthousiasme la venue de l'héritier. Mais à huis clos, les médecins royaux échangeaient des regards inquiets. Ils comprenaient quelque chose que les nobles en fait ignoraient. Cet enfant était le produit d'une lignée si entrelacée, si obsessionnellement pure, qu'elle en était devenue un poison. Voici ce que « pur » signifiait pour les Habsbourg. Carlos n'avait que 6 arrière-arrière-grands-parents. Seulement 6. Une personne normale en a 16. Réfléchissez-y un instant. 10 de ses ancêtres avaient été effacés par des générations d'oncles épousant des nièces de cousins germains se mariant entre eux. Tout cela au nom de la préservation de la pureté du sang de la couronne à l'abri des étrangers. L'arbre généalogique ne s'étendait pas, il s'étranglait lui-même. Les scribes de la cour enregistrèrent sa naissance avec des plumes ornées et de l'encre dorée, mais ils ne pouvaient pas enregistrer les dommages invisibles codés dans ses propres cellules. Lorsque Carlos vint enfin au monde, le 8 juillet 1545, les sages-femmes remarquèrent que sa tête semblait étrangement formée, ses pleurs plus faibles qu'ils ne devraient l'être. Mais il était vivant, et c'était un mâle, et cela suffisait à la célébration. Sa mère, Maria Manuela du Portugal, ne le tint qu'une seule fois. Elle avait à peine 17 ans, épuisée par un accouchement brutal qui avait déchiré son corps de l'intérieur. La fièvre s'installa en quelques heures. Tandis que la cour célébrait la naissance d'un héritier, la peau de Maria brûlait comme du parchemin. Elle murmurait des prières en portugais, la langue de sa patrie, tandis que ses dames d'honneur lui pressaient des linges froids sur le front. 4 jours, c'est tout ce qu'elle eut. 4 jours pour être mère avant que l'infection ne l'emporte. Les mêmes cloches qui avaient sonné pour la naissance de Carlos retentirent maintenant pour les funérailles de Maria. Le prince nourrisson, enveloppé de soie et ignorant sa perte, avait coûté la vie à sa mère avant même qu'il ne puisse focaliser suffisamment ses yeux pour voir son visage. Et c'est là que cela devient vraiment sombre. Maria n'était pas seulement la mère de Carlos, elle était aussi sa cousine germaine. Leur père était un frère, leur mère était sœur. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une chambre d'écho génétique. Le même sang qui avait tué Maria coulait maintenant dans Carlos, emportant avec lui des générations de dommages accumulés. Le roi Philippe, lui-même à peine âgé de 20 ans, se tenait aux funérailles de sa femme, tenant son fils nourrisson. Les courtisans virent un veuf en deuil avec son héritier. Mais Philippe vit autre chose à ce moment-là. Il vit le prix de la pureté. Son fils avait survécu, oui, mais à quel prix? Et plus terrifiant encore. Quels coûts invisibles restaient à payer? Les nourrices rapportèrent des choses troublantes. L'alimentation du bébé était irrégulière. Ses habitudes de sommeil étaient chaotiques. Il hurlait pendant des heures sans raison, puis tombait dans des torpeurs mortellement silencieuses qui terrifiaient les serviteurs. Une nourrice jura l'avoir vu cesser de respirer entièrement pendant près d'1 minute, avant de reprendre vie à bout de souffle comme un homme qui se noie et refait surface. Mais les problèmes infantiles étaient courants dans les nurseries royales. Les médecins de la cour assurèrent à Philippe que le garçon grandirait fort. Après tout, il portait le sang d'empereur, de conquistador
qui avait revendiqué la moitié du monde pour l'Espagne. Sûrement cet héritage se manifesterait par la grandeur. Il n'avait aucune idée à quel point il se trompait. Le sang des empereurs était précisément le problème. Chaque génération d'endogamie avait été comme ajouter un autre maillon à une chaîne invisible, et Carlos les portait tous. La mâchoire des Habsbourg, cette fameuse difformité, n'était que le signe visible de dommages plus profonds. Ce qui se cachait en dessous serait bien pire. La malédiction n'était pas mystique, elle était mathématique. Une roulette génétique jouée avec des cotes de plus en plus terribles. Et Carlos avait perdu ce jeu avant même d'avoir eu la chance de jouer. Chaque cellule de son corps portait les erreurs accumulées de l'orgueil de ses ancêtres, leur obsession de garder le pouvoir au sein de la famille à tout prix. Il avait survécu à sa naissance, un prince sans mère né dans une cage génétique. Mais la malédiction de son sang n'était pas seulement un nombre dans un arbre généalogique. Bientôt, elle deviendrait visible aux yeux du monde entier, gravée dans ses propres os. L'armurier royal transpirait. La cuirasse, forgée dans le plus fin acier de Milan, ne s'ajustait tout simplement pas. Il avait mesuré le prince des Asturies 3 fois, chaque mesure plus déroutante que la précédente. Le côté gauche du torse du prince s'incurvait vers l'intérieur là où il devrait s'élargir. L'épaule droite était plus haute que la gauche de près de 2 pouces. Aucune quantité de martelage ou de remodelage ne pouvait faire fonctionner une armure standard sur ce corps de 13 ans qui défiait la symétrie. Carlos se tenait là, les bras tendus tandis que l'armurier luttait. La respiration du prince était courte et haletante, non pas par effort, mais parce que sa poitrine enfoncée ne pouvait pas se dilater complètement. Chaque souffle était une bataille que sa cage thoracique mal formée livrait contre ses poumons. La cour prétendait ne rien remarquer, mais Carlos entendait leurs chuchotis résonner sur les murs de pierre. La preuve physique de sa lignée maudite devenait impossible à cacher. Son crâne s'était développé asymétriquement, bombant d'un côté comme un melon laissé trop longtemps au soleil. Les portraits du palais nécessitaient des angles de plus en plus créatifs pour le dissimuler. Sa jambe gauche avait cessé de grandir au même rythme que la droite, le forçant à marcher avec une démarche étrange et boitillante qui cliquetait et raclait sur les sols de marbre. Mais voici ce qui concerne le droit divin. Il suppose une perfection divine. Au XVIe siècle en Espagne, le corps du roi était considéré comme un reflet de la faveur de Dieu. Un héritier fort et symétrique prouvait la bénédiction du ciel sur la lignée royale. Mais que disait la forme tordue de Carlos sur les Habsbourg? Que disait-elle sur l'Espagne elle-même? Les médecins de la cour élaborèrent des explications complexes. Les humeurs du prince étaient déséquilibrées. Ses étoiles étaient mal alignées à la naissance. N'importe quoi. Sauf la vérité que des générations de consanguinité des Habsbourg avaient finalement produit leurs résultats inévitables. Ils prescrivirent des traitements qui ressemblent à de la torture aujourd'hui. Des saignées pour équilibrer ses humeurs, des bains de mercure pour redresser sa colonne vertébrale, des bottes en fer spécialement fabriquées pour forcer sa jambe plus courte à s'étirer. Carlos endura tout cela avec une fureur qui faisait fuir les serviteurs de sa présence. Quand les bottes métalliques étaient retirées chaque nuit, on pouvait entendre ses cris résonner dans les couloirs du palais, non seulement de douleur, mais de rage contre la trahison de son propre corps. Il était censé être parfait. Il était censé être roi. Les précepteurs royaux rapportèrent des signes encore plus troublants. L'attention du prince vagabondait constamment. Il se fixait sur d'étranges détails. Le motif des fissures au plafond, le son de sa propre respiration, tout en ignorant les leçons vitales d'art de gouverner. Son discours se manifestait par des éclats rapides, ou pas du tout. Certains jours, il parlait avec l'éloquence attendue de la royauté. D'autres jours, il pouvait à peine former des phrases cohérentes, sa langue semblant trébucher sur elle-même. Et puis il y avait les maux de tête, des maux de tête écrasants, apocalyptiques, qu'il envoyait dans ses appartements pendant des jours entiers. Les serviteurs l'entendaient, frapper son crâne mal formé contre les murs de pierre, essayant de chasser la douleur par plus de douleur. Quand il émergeait, ses yeux étaient injectés de sang, flous, comme s'il voyait à travers notre monde vers un autre lieu terrible. Les propositions de mariage commencèrent à arriver quand Carlos eut 14 ans. Les familles royales de toute l'Europe envoyèrent des portraits de leurs filles, chacune cherchant une alliance avec le vaste empire espagnol. Mais Philippe tergiversait, déviait, trouvait des excuses. Comment pouvait-il envoyer des descriptions honnêtes de son fils à de potentielles épouses? Comment pouvait-il expliquer que l'héritier du trône ne pouvait pas se tenir droit, ne pouvait pas respirer correctement,
ne pouvait même pas porter d'armure comme un vrai prince espagnol. Les ambassadeurs étrangers qui rencontrèrent Carlos envoyèrent des messages codés à leur cour. Le prince montre des signes de faiblesse, écrivirent-ils soigneusement. Sa constitution semble délicate. Il n'osera pas écrire la vérité, que l'héritier du trône espagnol ressemblait à quelque chose de brisé et mal réassemblé, comme une poupée de porcelaine brisée et recollée par un artisan aveugle. Les serviteurs avaient leur propre théorie chuchotée. Certains disaient que le fantôme de sa mère hantait ses os tordus, punition pour l'union contre nature qu'il avait créée. D'autres affirmaient que l'on pouvait voir les péchés de ses ancêtres écrits dans sa chair. Chaque difformité était la manifestation de l'orgueil d'une génération. Mais les difformités à l'extérieur n'étaient rien comparées à l'obscurité qui prenait racine à l'intérieur. Une cruauté monstrueuse grandissait chez le jeune prince, et elle était sur le point de se révéler de la manière la plus grotesque imaginable. Le cordonnier royal présenta les bottes, tremblant. Il avait commis une erreur, et il n'avait aucune idée que sa punition serait de les découper et de les manger. Cela commença comme un essayage ordinaire dans les appartements de Carlos. L'artisan avait travaillé pendant des semaines sur ses bottes, spécialement conçues pour accueillir la jambe plus courte du prince. Mais lorsque Carlos les essaya, la botte gauche pinça juste légèrement, juste assez pour le faire entrer dans une rage qui transforma l'élégante chambre en un théâtre d'humiliation. « Mangez-les », ordonna Carlos, sa voix étrangement calme. Le cordonnier rit nerveusement, certain d'avoir mal entendu. Mais les yeux du prince, ses yeux injectés de sang et sans foyer, ne contenaient aucune trace d'humour. Coupez-les en morceaux et mangez-les. La cour observa alors en silence horrifié le cordonnier, les larmes coulant sur son visage, prendre son propre couteau d'artisan sur le cuir. Le son de la coupe emplit la pièce, découpe lente et délibérée dans un matériau qu'il avait mis des semaines à perfectionner. Puis vint le pire son, celui de la mastication, le craquement forcé et rythmique d'un homme mangeant sa propre subsistance, tandis qu'un prince de 17 ans observait avec satisfaction. Mais voici la partie vraiment troublante. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma. Les cuisines du palais racontaient des histoires qui faisaient blêmir les soldats aguerris. Carlos avait développé une fascination pour le spectacle de la mort des animaux. Pas la chasse, qui était noble, ni même la boucherie, qui était nécessaire. Il voulait voir la souffrance. Il ordonnait qu'on lui apporte des lapins vivants dans ses appartements, puis les faisait rôtir vivants sur sa cheminée, chronométrant la durée de leurs cris. Les serviteurs chargés de nettoyer ses chambres retrouvaient les restes carbonisés disposés selon des motifs soignés, comme une sorte d'art grotesque. Un jeune page commit l'erreur de rire de la claudication du prince. Carlos l'entendit. Il entendait toujours la moquerie, réelle ou imaginée. Cette nuit-là, le garçon se réveilla pour trouver le prince debout, au-dessus de son lit, avec un tisonnier de la cheminée, rougeoyant dans l'obscurité. La seule chose qui le sauva fut le propre corps mal formé de Carlos qui le trahit. Il balança le tisonnier mais perdit l'équilibre, donnant au page le temps de fuir, hurlant dans le couloir. La violence devenait plus difficile à contenir. Lors d'une réunion avec des dignitaires portugais, Carlos saisit soudain un couteau sur la table du dîner et le tint à la gorge d'un ambassadeur, exigeant qu'il admette que le Portugal était inférieur à l'Espagne. La formation diplomatique minutieuse de l'homme s'effondra alors qu'il sentait la lame presser sa peau, voyait l'excitation sauvage dans les yeux du prince. Le roi Philippe dut intervenir personnellement, persuadant doucement son fils de baisser l'arme comme on cajolerait un chien enragé. Mais ce qui terrifiait le plus la cour n'était pas la violence elle-même, c'était l'intelligence derrière elle. Carlos n'était pas simplement fou, il était rusé dans sa cruauté. Il savait exactement qui il pouvait tourmenter sans conséquence. Il ciblait les serviteurs, les artisans, toute personne sans le pouvoir politique de résister. Lorsque des nobles de haut rang étaient présents, il pouvait jouer le rôle d'un prince troublé mais gérable. Dès qu'il partait, le masque tombait. Les médecins de la cour offrirent leurs explications. Les humeurs déséquilibrées du prince causaient une colère excessive. Son crâne déformé exerçait une pression sur son cerveau, créant des impulsions violentes. Mais en privé, même eux se demandaient si quelque chose de plus sombre était à l'œuvre. Cette folie était-elle née de sa condition physique, ou était-ce autre chose, un mal fondamental qui aurait existé même dans un corps parfait? Son père, Philippe, essaya tout.
Des prêtres furent appelés pour prier sur Carlos. Les plus grands esprits d'Europe furent consultés. Des routines élaborées furent mises en place pour gérer les pires impulsions du prince, mais rien ne fonctionna. Au contraire, les tentatives de le contrôler ne firent que le rendre plus créatif dans sa cruauté. Les serviteurs développèrent un système d'alerte élaboré. Quand les pas de Carlos résonnaient dans les couloirs, cette démarche boitillante distinctive se propageait comme une traînée de poudre. Les femmes de chambre abandonnèrent leurs tâches. Les garçons de cuisine se cachaient dans les garde-manger. Même les gardes trouvèrent des affaires urgentes ailleurs. L'héritier du trône était devenu un monstre que tout le monde fuyait. Un prince aussi instable représentait une menace, mais il pouvait être géré, contenu, c'est-à-dire jusqu'à ce que son propre père lui porte un coup psychologique si personnel, si profondément humiliant, qu'il allait enflammer la rage de Carlos en un brasier. Tous les hommes de la cour espagnole admiraient la nouvelle reine, Élisabeth de Valois. Mais le prince Carlos la regardait avec autre chose, le ressentiment brûlant d'un homme qui contemplait ce qui lui avait été volé. La trahison avait été un chef-d'œuvre de manœuvre politique. À l'origine, Élisabeth avait été promise à Carlos dans le cadre d'un traité de paix entre l'Espagne et la France. Pendant des mois, le jeune prince avait minutieusement examiné son portrait, mémorisant chaque détail de la belle princesse française qui serait son épouse. Pour la première fois dans sa vie torturée, quelque chose de pur lui avait été offert, quelque chose qui lui serait propre. Mais Philippe avait d'autres plans. Le roi venait de perdre sa femme, et l'Espagne avait plus besoin d'une reine que d'une future princesse. Dans un renversement stupéfiant qui choqua les cours européennes, Philippe épousa Élisabeth lui-même. Le père prit ce qui avait été promis au fils, et il le fit avec la froideur calculatrice d'un maître d'échecs s'emparant d'une reine. Le jour du mariage fut une torture élevée au rang d'art. Carlos fut tenu d'y assister, de rester là, dans ses vêtements spécialement conçus qui dissimulaient ses difformités, et de regarder son père épouser sa promise. Élisabeth était radieuse, jeune, gracieuse, tout ce que Carlos ne pourrait jamais être. Quand elle prononça ses vœux à Philippe, Carlos les entendit comme un vol. Chaque mot qu'elle prononçait à son père lui avait été destiné. Voici la partie la plus cruelle. Élisabeth était gentille avec lui. Elle traitait Carlos avec une chaleur sincère, peut-être par pitié, peut-être par culpabilité. Elle l'appelait « cher cousin » et l'incluait dans les activités de la cour. Mais sa gentillesse était un acide sur une plaie ouverte. Chaque sourire qu'elle lui offrait était un rappel de ce qu'il avait perdu. Chaque moment de douceur soulignait ce qu'il n'aurait jamais. La cour assistait quotidiennement à cette torture psychologique. Lors des dîners d'État, Carlos s'asseyait à la table d'honneur, forcé d'observer son père et Élisabeth ensemble, la façon dont la main de Philippe reposait avec possessivité sur la sienne, les conversations tranquilles qu'ils partageaient en français, une langue avec laquelle Carlos avait du mal en raison de ses difficultés d'élocution. Les regards échangés entre eux qui parlaient du lit conjugal, le lit qui aurait dû être le sien. L'obsession de Carlos grandit comme un cancer. Il se postait là où il pouvait observer les routines quotidiennes d'Élisabeth. Quand elle se promenait dans les jardins, il la suivait à distance, sa démarche inégale rendant la discrétion impossible. Le bruit de son pied traînant sur le gravier devint une plaisanterie parmi les courtisans. On savait toujours quand le prince harcelait la reine. Il commença à lui laisser des cadeaux, non pas des cadeaux de cour normaux, mais des offrandes étranges et troublantes. Des oiseaux morts disposés en motif devant ses chambres, des mèches de ses propres cheveux tressés en motifs complexes. Une fois, de manière horrifiante, il laissa un portrait d'elle qu'il avait méticuleusement défiguré, grattant la figure de son père partout où elle apparaissait, et se dessinant grossièrement à la place de Philippe. Élisabeth, il faut le reconnaître, géra la situation avec grâce. Elle ne se plaignit jamais publiquement, ne donna jamais à Carlos la réaction qu'il désirait. Mais ces dames d'honneur rapportèrent qu'elle avait commencé à verrouiller ses chambres la nuit, qu'elle vérifiait par-dessus son épaule lorsqu'elle se promenait seule. La princesse française, arrivée si confiante, se déplaçait maintenant dans le palais comme une proie. Le point de rupture survint lors d'un bal masqué à la cour. Carlos, enhardi par le vin et l'anonymat de son masque, s'approcha d'Élisabeth pendant une danse. Les musiciens de la cour jouaient, tandis qu'ils lui murmuraient quelque chose à l'oreille. Quelque chose qui fit pâlir son visage sous son propre masque. Elle s'excusa immédiatement, et les yeux de Philippe suivirent son fils avec un regard qui pouvait glacer le sang.
Personne ne sait exactement ce que Carlos dit cette nuit-là, mais à partir de ce moment, Elisabeth ne fut plus jamais seule avec lui. Des gardes furent discrètement postés chaque fois que le prince pouvait rencontrer la reine. Leurs interactions furent limitées aux cérémonies publiques où des dizaines d'yeux pouvaient surveiller chaque mot, chaque geste. L'humiliation de Carlos tourna à quelque chose de plus sombre qu'un simple ressentiment. Il commença à dire à quiconque voulait l'écouter que son père lui avait volé sa vie, son avenir, son but même. Ses divagations devinrent plus violentes, plus spécifiques. Il parlait de vengeance, de justice, de reprendre ce qui lui revenait de droit. Son esprit, déjà une poudrière de ressentiment et de paranoïa, était maintenant prêt pour une explosion. Il suffirait d'un petit choc physique pour la déclencher, et cela vint sous la forme d'un simple escalier. En 1562, Don Carlos poursuivit une servante dans un escalier en pierre. Il ne la rattrapa jamais. Au lieu de cela, son corps imparfait le trahit, et il tomba. Le crime de la jeune fille avait été simple. Elle l'avait aperçu sans ses chaussures, spécialement conçues, avait vu son pied tordu dans toute sa difformité nue. Son halètement involontaire de choc avait déclenché sa rage. Elle s'enfuit par l'étroit escalier de service, tandis que Carlos poursuivait, sa démarche inégale transformant l'intention meurtrière en maladresse fatale. Sa jambe plus forte compensait la plus faible. Son crâne mal formé le faisait perdre l'équilibre. Des témoins dirent qu'il sembla planer un instant, les bras tourbillonnant frénétiquement avant que la gravité ne le réclame. Le bruit de sa tête heurtant la pierre résonna dans le palais comme le glas. Puis le silence. Pendant 3 jours, Carlos resta inconscient. Son crâne était fracturé. L'os déjà déformé se fissura comme un œuf. Du liquide s'écoulait de ses oreilles. Sa respiration se faisait par des halètements rauques qui ressemblaient à l'approche de la mort. Philippe fit appeler tous les médecins d'Espagne, offrant des fortunes à quiconque pourrait sauver son héritier. Les médecins tentèrent tout ce que leur science médiévale pouvait concevoir. Ils le saignèrent jusqu'à ce que ses draps soient trempés de cramoisi. Ils appliquèrent des cataplasmes de scarabées moulus et de mercure. Ils prièrent sur lui en latin, en grec et en hébreu. Rien ne fonctionna. La fièvre du prince grimpa jusqu'à ce que sa peau ressemble à du parchemin sur le point de s'enflammer. Puis vint le docteur Pinter avec sa solution radicale, la trépanation, percer le crâne pour libérer les mauvaises humeurs piégées à l'intérieur. C'était une procédure qui tuait plus souvent qu'elle ne guérissait, mais Carlos mourrait de toute façon. Philippe, désespéré, donna son consentement. L'opération eut lieu à minuit. Les médecins croyaient que la position de la lune aiderait la guérison. Ils firent sortir tout le monde de la chambre de Carlos, à l'exception de l'équipe médicale et de 2 hommes robustes pour maintenir le prince immobile s'il se réveillait pendant l'intervention. Le bruit de la foreuse mordant l'os se propagea à travers les murs du palais. Des serviteurs jurèrent plus tard l'avoir entendu dans leurs cauchemars pendant des années, ce grincement, ce raclement, cette pénétration du crâne. Voici la partie vraiment horrifiante. Carlos se réveilla. À mi-parcours de l'intervention, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Les médecins notèrent plus tard qu'il ne cria pas. Il se contenta de fixer le plafond, pleinement conscient tandis qu'il perçait son crâne, ses lèvres bougeant dans ce qui aurait pu être une prière ou une malédiction. Les hommes robustes durent immobiliser ses bras alors que son corps convulsait, luttant contre les contraintes pendant que le chirurgien continuait son terrible travail. Quand le crâne céda finalement, le relâchement de la pression fut audible. Un bruit d'aspiration humide alors que le sang et le liquide piégé s'échappaient. Le chirurgien inséra un tube en argent pour maintenir le trou ouvert, afin de laisser le poison s'écouler. Pendant 2 semaines, Carlos resta là avec un trou dans la tête, dérivant entre conscience et délire. Dans ses rêves fiévreux, il divaguait sur Elisabeth, sur son père, sur des conspirations qui auraient pu être réelles ou imaginaires. Il parlait à des personnes qui n'étaient pas là, tenait des conversations avec sa mère décédée en portugais qu'il n'avait jamais appris. Les médecins prenèrent des notes, essayant de séparer les divagations de la fièvre des confessions. Puis, miraculeusement, la fièvre tomba. Les yeux de Carlos s'éclaircirent. Il reconnut des visages, parla de manière cohérente, réussit même à manger des aliments solides. La cour se réjouit. L'héritier était sauvé. Dieu avait montré sa miséricorde envers le trône espagnol. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le Carlos qui se réveilla de cette intervention n'était pas le même que celui qui était tombé.
Le traumatisme physique avait réorganisé quelque chose dans son cerveau déjà endommagé. Là où auparavant il y avait eu une cruauté tempérée par la ruse, il n'y avait maintenant qu'une folie brute et sans filtre. Il devint convaincu que tout le monde complotait contre lui. Il testait sa nourriture pour le poison, faisant d'abord goûter tout aux serviteurs. Il dormait avec des armes sous son oreiller. Il commença à tenir des listes, des noms de personnes qu'il croyait être des ennemis, avec des plans détaillés pour leur punition lorsqu'il deviendrait roi. Le plus terrifiant de tout, il commença à parler ouvertement de son père, non pas avec le ressentiment précédent envers Élisabeth, mais avec quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il posait des questions hypothétiques aux ambassadeurs étrangers. Que se passerait-il si un prince devait destituer un roi inapte? Comment d'autres nations avaient-elles géré la succession lorsque le monarque actuel avait perdu la faveur de Dieu? La chose qui sortit de ce lit de malade n'était plus seulement un garçon cruel ou un amant éconduit. C'était une créature paranoïaque et délirante qui parlait maintenant ouvertement de tuer son propre père. Et le roi Philippe écoutait. Le roi Philippe était assis dans son vaste et sombre bureau, une lettre à la main. C'était un rapport d'espion, et il confirmait sa plus grande peur. Son fils, l'héritier du trône, préparait une trahison. La lettre détaillait la récente rencontre de Carlos avec Don Juan d'Autriche, le demi-frère de Philippe. Le prince avait proposé de fuir vers les Pays-Bas, où la domination espagnole était déjà menacée par la révolte. Il se présenterait comme une alternative à son père, un libérateur qui accorderait les libertés que Philippe refusait. Les ennemis de l'Empire espagnol se rallieraient à lui. Une guerre civile s'ensuivrait. Philippe posa la lettre avec des mains qui tremblaient à peine. Autour de lui, les murs étaient tapissés de cartes de son vaste empire, des territoires s'étendant des Amériques aux Philippines, tous maintenus par la volonté de fer de la couronne espagnole. Un prince fou pouvait tout briser, mais il ne s'agissait pas seulement de l'Empire. Il s'agissait de l'amour d'un père se heurtant au devoir d'un roi. Philippe avait tout tenté pour sauver Carlos. Il avait pardonné la violence, ignoré les menaces, attribué chaque outrage à la maladie plutôt qu'au mal. Même maintenant, une partie de lui voulait brûler la lettre, faire comme s'il ne l'avait jamais lue. Le roi demanda d'autres rapports. Il brossait un tableau de plus en plus accablant. Carlos avait accumulé des armes dans ses chambres. Il avait tenté de soudoyer des gardes pour obtenir des informations sur la sécurité du palais. Plus accablant encore, il avait envoyé des lettres cryptées à des ennemis connus de l'Espagne, testant leur volonté de soutenir un coup d'État. Voici ce qui rendit le choix de Philippe vraiment angoissant. Il comprenait la rage de son fils. Il savait qu'il avait échoué en tant que père envers Carlos. Les difformités du garçon, sa folie, même sa cruauté, tout cela provenait des choix que les ancêtres de Philippe avaient refaits, des lignées que Philippe avait poursuivies. Chaque os tordu dans le corps de Carlos était un monument à l'orgueil des Habsbourg. Philippe commença ses contre-mesures avec une subtilité déchirante. Il assigna de nouveaux serviteurs à Carlos, des hommes loyaux qui rapportaient chaque mot. Il fit retirer discrètement les armes du prince pendant le nettoyage, espérant que Carlos ne s'en apercevrait pas. Il tenta même une dernière fois de joindre son fils, l'invitant à de longues promenades où il parlait d'héritage, de devoir, du poids des couronnes. Carlos répondit avec une paranoïa croissante. Il accusa son père de l'empoisonner, de voler son droit d'aînesse, d'être un tyran qui avait perdu le mandat du ciel. Lors d'un dîner, il se leva et déclara devant toute la cour que Philippe était inapte à régner, que l'Espagne avait besoin de 100 jeunes, pas de l'emprise craintive d'un vieil homme. Le silence qui suivit fut assourdissant. La situation internationale rendait tout délai impossible. Les espions de Philippe rapportèrent que les cours étrangères observaient, attendaient. Si Carlos fuyait l'Espagne, s'il se présentait comme un prince lésé cherchant justice, il trouverait du soutien. Les Français l'utiliseraient contre l'Espagne. Les protestants des Pays-Bas se rallieraient à lui. L'ordre européen soigneusement équilibré s'effondrerait en guerre. Philippe commença à écrire des lettres, des dizaines d'entre elles, à toutes les grandes cours d'Europe, non pas des ordres ou des menaces, mais des explications minutieuses. Il décrivit la maladie de Carlos en termes vagues mais accablants. Il parla du fardeau d'un père, du terrible devoir d'un roi. Il préparait le terrain, s'assurant que lorsqu'il agirait, le monde comprendrait. Le point de non-retour survint en janvier 1568. Carlos avait rassemblé ses serviteurs les plus fidèles et révélé son plan de fuite dans les jours suivants. Il s'échapperait d'abord en Italie, puis se rendrait aux Pays-Bas.
Il avait des promesses de passage sûres, des offres de soutien. Dans sa folie, il croyait vraiment pouvoir revenir à la tête d'une armée et réclamer ce qui était sien. L'un de ses serviteurs de confiance était l'espion de Philippe. En quelques heures, le roi sut tout. Cette nuit-là, Philippe fit son choix. Il demanda son armure. Non pas une tenue de cérémonie, mais une véritable armure de combat. Ses conseillers étaient perplexes. Il n'y avait pas d'ennemis aux portes. Aucune rébellion à écraser. Mais Philippe savait mieux. L'ennemi était à l'intérieur. L'ennemi était son sang, son échec, son fils. En attachant chaque pièce d'acier, Philippe se transforma. Le père mourut avec chaque boucle attachée. Ce qui resta était le roi d'Espagne, défenseur de la foi, protecteur d'un empire qui ne pouvait pas succomber à la folie. Le choix était fait, le devoir avant le sang, le royaume avant le fils. La nuit du 18 janvier 1568, le roi Philippe II demanda son armure non pas pour aller au combat, mais pour marcher dans un couloir silencieux du palais et affronter son propre enfant. Un médecin se pencha près de la porte de la prison et entendit le prince marmonner. Il disait « Je me consume et il me laisse me consumer ». 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation. Carlos avait été transféré dans une pièce de tour, techniquement confortable avec des meubles dignes d'un prince, mais une prison néanmoins. Les fenêtres étaient grillagées, la porte verrouillée de l'extérieur, et lentement, méthodiquement, l'héritier du trône espagnol se décomposait tout en étant encore vivant. Le déclin physique était horrible. Sans exercice, le corps déjà faible de Carlos commença à s'atrophier. Sa jambe plus courte, n'étant plus obligée de supporter un poids, s'atrophia davantage. Des escarres apparurent là où sa colonne vertébrale tordue pressait le matelas, mais la décadence la plus dévastatrice était mentale. L'isolement alimentait sa paranoïa jusqu'à ce que la réalité elle-même devienne négociable. Il tenait des conversations avec des visiteurs invisibles. Des serviteurs apportant de la nourriture rapportèrent qu'il mettait des couverts pour des personnes qui n'étaient pas là. Sa mère décédée, d'anciens rois espagnols, parfois même différentes versions de lui-même. Il s'enrageait contre ces fantômes, les suppliait, menait des réunions de conseil entières avec l'air vide. L'odeur devint insupportable. Carlos refusait de se baigner, convaincu que l'eau était empoisonnée. Son pot de chambre restait 1 semaine sans être vidé, parce qu'il croyait que les serviteurs volaient ses déjections pour de la magie noire. Des plaies sur son cuir chevelu, peut-être de son ancienne blessure à la tête, peut-être de la négligence, suintaient constamment. L'odeur de décomposition précédait tout visiteur de plusieurs mètres. Mais voici la partie la plus terrifiante. Philippe savait. Le roi recevait des rapports quotidiens sur l'état de son fils, il lisait sur les plaies purulentes, les conversations délirantes avec des fantômes, la transformation progressive d'un prince en quelque chose à peine humain, et il ne fit rien. Aucun médecin ne fut envoyé, aucun traitement autorisé. Carlos était laissé à se décomposer, exactement comme il le prétendait. Les moments lucides du prince étaient peut-être pires que sa folie. Il réalisait soudain où il se trouvait, ce qui lui arrivait. Dans ces moments-là, il écrivait des lettres frénétiques à son père, alternant entre implorer le pardon et proférer des menaces. Philippe gardait chaque lettre, mais ne répondait jamais. Le silence était plus cruel que toute torture. En juillet, Carlos pouvait à peine marcher. Ses muscles s'étaient atrophiés. Sa peau pendait lâchement sur ses os mal formés comme un vêtement mal ajusté. Des serviteurs rapportèrent qu'il se traînait sur le sol plutôt que de demander de l'aide, laissant des traînées de sang de ses plaies aux genoux. Son orgueil, même dans la folie, ne lui permettait pas de montrer de faiblesse. Il développa une obsession pour la glace. Dans l'été espagnol étouffant, il demandait seau après seau d'eau glacée. Il en buvait d'énormes quantités, puis versait le reste sur sa tête fiévreuse. Les médecins qui n'étaient pas autorisés à le traiter spéculèrent qu'il essayait de refroidir le feu dans son cerveau, de geler la folie qui le consumait. Le 24 juillet 1568, un serviteur le trouva inconscient dans une mare d'eau glacée. Ses lèvres étaient bleues, sa respiration à peine visible. Ils le portèrent à son lit. Il pesait si peu alors qu'un seul homme pouvait le soulever. Pendant des heures, il dériva entre vie et mort, marmonnant dans des langues qu'il n'avait jamais parlées, appelant des personnes décédées depuis longtemps. Puis avec une clarté étonnante, il ouvrit les yeux et prononça ces derniers mots cohérents.
Dites à mon père que je lui pardonne. Que ce soit un véritable pardon ou la vengeance la plus cruelle possible, forçant Philippe à vivre avec cette miséricorde, personne ne pouvait le dire. Quelques heures plus tard, Don Carlos d'Espagne mourut. Il avait 23 ans. La cause officielle fut maladie naturelle. Aucune mention de l'emprisonnement, aucune reconnaissance des mois de décadence. Le prince était simplement tombé malade et mort, comme cela arrivait parfois. La fiction élaborée commença avant même que son corps ne soit froid. En quelques heures après sa mort, des serviteurs apparurent avec des ordres très spécifiques. Chaque portrait de Carlos fut retiré des murs du palais. Ses effets personnels furent rassemblés et brûlés. Les lettres le mentionnant furent collectées et détruites. Des scribes travaillèrent toute la nuit, éditant soigneusement les registres de la cour pour minimiser sa présence. Son esprit était parti, et son père ignorait tout cela. Carlos était sur le point de mourir, mais la mort, il s'avère, ne serait pas son ultime humiliation. L'acte final de violence de la couronne contre lui serait un acte de silence total. Nous revenons maintenant à cette froide nuit de janvier. Mais maintenant, vous comprenez le poids de chaque pas, de chaque souffle dans cette pièce. Quand Philippe se tint dans l'embrasure de la porte en armure complète, il n'arrêtait pas seulement un fils rebelle. Il mettait fin à une tragédie qui avait été écrite dans le sang et les os dès le tout début. L'arrestation elle-même fut rapide, clinique. Carlos ne résista pas. Peut-être ne le pouvait-il pas. Peut-être reconnut-il la futilité. Alors que les gardes lui liaient les mains, il regarda son père une dernière fois. Certains témoins affirmèrent qu'il sourit. D'autres dirent qu'il pleura. La vérité mourut avec lui dans cette pièce de la tour 6 mois plus tard. Mais la véritable violence vint après sa mort. Les scribes de Philippe travaillèrent avec l'efficacité d'une inquisition, mais leur cible n'était pas l'hérésie. C'était la mémoire elle-même. En quelques semaines, ce fut comme si Don Carlos n'avait jamais existé. Les ambassadeurs qui s'enquérèrent du prince furent accueillis par des regards vides. Les registres de la cour passèrent de 1544 à 1569, comme si les années de sa vie n'étaient qu'un espace vide. Les funérailles furent un chef-d'œuvre d'effacement. Pas de grande cérémonie, pas d'exposition. Carlos fut enterré rapidement, discrètement, avec seulement le minimum de rituels requis pour un prince. Sa tombe ne portait aucune inscription au-delà de son nom et de ses dates. Même dans la mort, on lui accorda juste assez de reconnaissance pour éviter le scandale, mais pas assez pour être rappelé. Philippe ordonna de brûler toute correspondance concernant Carlos. Les portraits furent non seulement retirés, mais détruits. Les toiles furent découpées et utilisées comme bois de chauffage. Les serviteurs qui avaient servi le prince furent réaffectés à des postes éloignés ou mis à la retraite avec des ordres stricts de ne jamais parler de leur service. La pièce de la tour où il mourut fut scellée et laissée à ramasser la poussière. Les histoires officielles écrites sous le règne de Philippe passent entièrement sous silence Carlos, ou le mentionnent en passant comme un prince maladif mort jeune. Aucune mention de l'arrestation, de l'emprisonnement, de la terrible décadence. Certainement aucune reconnaissance du rôle d'un père dans la destruction de son fils. Philippe avait commis le meurtre parfait, non pas d'un corps, mais d'une histoire. Mais on ne peut pas tuer une histoire. Pas vraiment. 2 siècles plus tard, le prince oublié commença à refaire surface. Non pas dans les histoires espagnoles, encore soigneusement contrôlées, mais dans les écrits des ennemis de l'Espagne. Friedrich Schiller, le dramaturge allemand, découvrit des fragments de l'histoire de Carlos et y vit non pas un prince fou, mais un héros romantique écrasé par la tyrannie. Sa pièce, Don Carlos, transforma le prince tordu et cruel en un symbole de l'idéalisme juvénile, détruit par un âge autoritaire. Giuseppe Verdi prit la fiction de Schiller et la mit en musique. Dans son opéra, Carlos devient un amant tragique, noble et maudit. Le monstre qui faisait manger du cuir aux cordonniers, qui rôtissait des lapins vivants, qui planifiait le parricide. Tout cela disparut. À sa place se tenait un martyr romantique, une victime de la nécessité politique et d'un destin cruel. L'ironie est parfaite. Philippe gagna toutes les batailles. Il préserva son empire, contrôla le récit, effaça son fils honteux de l'histoire. Mais ce faisant, il créa un vide que les artistes remplirent de leur propre version. Le vrai Carlos, tordu de corps et d'esprit, fut oublié. Le Carlos fictif, beau et tragique,
devint immortel. Même aujourd'hui, dans les opéras du monde entier, les publics pleurent tandis que les voix de ténors s'élèvent à travers les airs de Verdi. Ils pleurent un prince qui n'a jamais existé, tandis que le vrai Don Carlos, l'enfant roi dévoré de l'intérieur par son propre sang empoisonné, reste vraiment oublié. Le roi Philippe a gagné la bataille pour le trône, il a fait taire son fils et a effacé son nom. Mais à la fin, l'histoire de Don Carlos, l'enfant roi dévoré de l'intérieur, refusa d'être oublié. Et c'est une histoire qui est encore racontée, même maintenant.